Gostaria de fazer rapidamente uma saudação para que a gente possa aproveitá-lo o máximo possível. É com muita alegria, com um sentimento de verdadeira amizade, que agradeço a gentil e necessária presença do meu amigo, de nosso amigo, o pensador e humanista Edgar Morin. Nossa amizade remonta aos idos dos anos 90. A aproximação foi natural. Admirávamos sua obra e Morin, ao nos conhecer, ao conhecer o trabalho desenvolvido pelo SESC em São Paulo, passou a ser um especial colaborador. Talvez eu já conhecesse o poeta Antônio Machado, mas foi Morin quem imprimiu em minha memória os marcantes versos que eu sempre que posso repito. Caminhante, não há caminho, caminho se faz ao caminhar. E é desse caminho feito de muitos passos, junto a você, Morin, que gostaria de falar um pouco. Revisitando minhas esparsas anotações, minhas lembranças afetuosas, algumas fotos, seus livros, seu sorriso, suas frases marcantes e, por vezes, desconcertantes, as cerejas frescas, o aroma do vinho, tantas vezes brindado, vi um bonito caminho traçado, por vezes as curvas foram tortuosas, as retas nos aliviaram os pés. As paradas para descanso nos fizeram refletir sobre o ser, sobre a humanidade, sobre o cosmos. Minhas lembranças não são cronológicas. Meu diário morraniano salta de uma década para outra, de um espaço para outro, de um livro a outro. O importante é que salta, pulsa, é vivaz. Me ancorei, então, em nosso acervo, para refazer esse caminho, seguindo o tempo e a emoção. Porque para nós, Morin, um dos marcos da nossa formação, se dá com a sua própria presença. Em 1996, o SESC comemorava 50 anos de existência. E, dentre as muitas atividades da época, organizamos um seminário chamado A Cultura das Metrópoles. Morin fez a abertura, nos fazendo refletir a partir da seguinte pergunta: política da cidade ou política da civilização? O ideário de um projeto civilizatório encontrou eco e tornou-se ação. Em 1999, organizamos um seminário interno para o nosso pessoal do SESC, como parte de nossa formação permanente, logo após Morin ter apresentado sua proposta de reforma do ensino secundário francês, compreensão e ética para entrar no terceiro milênio. Na ocasião, eu disse, é uma oportunidade de ouro que nós devemos agarrar, poder ter uma pessoa como o querido Morin conosco. Para muitos dos que estavam presentes, essa foi e é a melhor lembrança, estudar com Edgar Morin. Para mim, ressoam ainda suas reflexões acerca do que significa conhecer. Conhecer é um processo de tradução e reconstrução. Do que significa complexidade. Complexidade é aquilo que está ligado. Do que significa cultura. Cultura é o conhecimento que devemos aprender, que nos ensinam. E mais, que todos somos múltiplos, sendo um só. No ano seguinte, 2000, repetimos um encontro de formação permanente, chamado Dos Demônios, ateliê ao vivo do pensamento de Edgar Morin. Imagine Morin falando, permeado de músicas, livros, dos filmes que compõem sua história de vida. Como esquecer de Morin lendo Rimbaud? Em francês ele dizia ter uma melodia muito bonita,
mas aqui eu digo em português, tal qual ele nos pediu na época. Ó Vênus, deixa os amantes de alma em halos, por um instante ao menos, dai-lhe, rainha dos pastores, a aguardente de cada dia. E lá estávamos nós, recebendo a aguardente de cada dia, poesia e prosa, prosa e poesia. Como esquecer sua ode à poesia, abre aspas, a literatura e o cinema, se os compreendermos bem, são uma aprendizagem da complexidade humana. Entendemos melhor o outro, é preciso fazer convergir tudo, e a poesia é uma iniciação à qualidade política da vida. Mas, infelizmente, cada vez mais, economistas e técnicos estudam o mundo apenas com cálculos. Tudo que escapa aos cálculos, a vida, o sentimento, o amor, tudo isso é eliminado. Eles se enganam muito mais do que o pobre simples cidadão. Então nós temos problemas enormes e para enfrentá-los temos necessidade de uma extraordinária energia, uma extraordinária vontade. É por isso que eu peço mais uma vez o início da 9ª Sinfonia de Beethoven. Fecha aspas. Publicamente, Morin falou sobre o saber, as incertezas e a condição humana. Tal foi o impacto dessa experiência que, em 2002, quando realizamos o seminário Educação e Cultura, lançamos um site dedicado à obra, ao pensamento de Edgar Morin. Afinal, a experiência que tínhamos tido precisava ser compartilhada. Nessa ocasião, Morin nos disse: agora, diferentemente de Dorian Gray e de Oscar Wilde, posso envelhecer em paz, pois minha obra vai se rejuvenescer para sempre na internet. O site Edgar Morin está sendo refeito para ser atualizado e em breve estará novamente no ar. Em 2003, refletimos sobre as latinidades e Morin nos brindou com uma fala pública chamada A Latinidade como Depositária de Painéis da Memória e da Diversidade Cultural. Pois, naquele momento, estávamos traduzindo e reconstruindo nossas memórias latinas. Em 2007, Morin compartilhou conosco seu pensamento sobre a humanidade no século XXI. Em 2009, Morin nos incitou a pensarmos sobre o Sul, e logo no ano seguinte, em 2010, a pensarmos sobre o saber, as incertezas e a condição humana. Enquanto isso, fomos maturando sobre sua obra, e em 2012 foi possível ouvi-lo falar sobre o que podemos esperar, a consciência mundial do século XXI. Desde então, e vez por outra, conseguimos nos encontrar, ainda que rapidamente, para uma prosa amistosa, um abraço amigo e renovador das esperanças que a vida requer. E antes de convidar o professor Morin para sua fala, Estética e Arte, lembro a ele que, ao andar, se faz caminho, e ao voltar a vista atrás, se vê a senda que nunca se há de voltar a pisar. Caminhante, não há caminho, senão há marcas no mar. Minhas lembranças podem ser como as espumas do mar. Minha história com Morin, nossa história com Morin, salta, pulsa e é vivaz. Vamos ouvi-lo. Amigas e amigos, sou tão feliz de vosso modo de acolher-me. Vou falar em francês, me perdone, porque para falar em brasileiro me necessita hoje 2 vasos de caipirinha. Donc, je veux vous parler
de l'esthétique. Et d'abord, essayer de voir ce qu'est le sentiment esthétique, c'est-à-dire l'émotion proprement esthétique que nous avons, que nous pouvons avoir devant un beau visage, devant un beau paysage, devant l'océan, devant un vol de cigognes ou un vol d'hirondelles que nous pouvons rencontrer dans tout ce qui nous donne un plaisir particulier qui est le plaisir esthétique. Et cette émotion esthétique peut être douce, un plaisir doux, aimable, elle peut devenir extrêmement intense, elle peut devenir une exaltation quand nous sommes dans l'émerveillement total devant une œuvre qui nous bouleverse ou devant un paysage extraordinaire. Donc, voilà, cette émotion, je dirais que c'est une émotion, un type particulier, mais qui fait partie de l'ensemble des émotions poétiques de l'être humain. Alors, ici, je suis obligé de faire un petit préliminaire sur l'idée de la qualité poétique de la vie. Parce que pour moi, la vie est polarisée d'un côté par la prose et de l'autre côté par la poésie. Le caractère prosaïque de la vie est présent dans tout ce qu'on est obligé de faire par obligation, par nécessité, sans plaisir. Et le caractère poétique de la vie, c'est dans tout ce qui nous donne une satisfaction, une ferveur, un plaisir, une joie. On la trouvons dans la communion, nous la trouvons dans l'amour, bien entendu, nous le trouvons dans même quand nous voyons un beau goal de football, nous trouvons aussi une émotion esthétique. Bref, disons, la qualité poétique de la vie est une chose essentielle et à l'intérieur de cette qualité poétique, il y a la qualité proprement esthétique. Alors, cette qualité esthétique, les exemples que je viens de vous donner montrent qu'elle déborde l'art. C'est-à-dire, nous pouvons ressentir des émotions esthétiques, avoir un tigre avec son pelage, avoir des superbes oiseaux, avoir des fleurs de toutes sortes. Et même nous pouvons nous demander, mais la nature nous offre tellement de choses qui nous semblent belles, plaisantes esthétiquement. Est-ce qu'il n'y aurait pas, est-ce que c'est nous qui donnons la qualité esthétique à ces choses ou est-ce que c'est elles qui le possèdent d'une certaine façon? Les fleurs, on sait bien, ce sont des exhibitions sexuelles, mais en même temps, elles ont des couleurs, elles ont des odeurs. Regardez la rose, elle a, non seulement elle est superbe, elle est belle pour nous, mais elle dégage une odeur charmante. Pourquoi dégage-t-elle cette odeur charmante? Pourquoi est-elle aussi belle dans ses couleurs? Ah, c'est un mystère, je ne vais pas le traiter, je reviens à l'esthétique humaine. Donc, je dis, l'esthétique, nous pouvons la rencontrer partout dans la vie, l'émotion esthétique. Mais l'art, lui, est quelque chose qui produit des œuvres, lesquelles œuvres vont susciter nos émotions esthétiques. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ce qui pour nous est art est présent, je dirais que dès les débuts de l'humanité. Dès les débuts de l'humanité, et nous avons des témoignages, notamment en France, dans des grottes préhistoriques ou dans des petits couloirs profonds dans les grottes, ont été peints des animaux, des sangliers, des cerfs, des chevaux, avec une précision, une ressemblance extraordinaire, une beauté extraordinaire. Alors, on peut se demander, mais
comment se fait-il que dans ces boyaux étroits, où ceux qui ont fait ces peintures, ces sculptures, ne pouvaient pas voir les animaux, ils les ont décrits à partir de leur esprit, de leurs souvenirs, de leur tête, donc avec avec un profond réalisme, mais avec d'où leur venait cette capacité extraordinaire, avec encore quelques instruments rudimentaires pour faire la couleur. Alors vous savez qu'il y a une polémique pour savoir si les auteurs de ces peintures étaient des artistes ou étaient des chamans. Et personnellement, je réponds en disant qu'ils étaient artistes parce que chamans, et chamans parce que artistes. Alors, chaman, ce mot mérite très rapidement un éclaircissement, d'ailleurs vous le connaissez. Il faut dire que dans toutes les sociétés les plus anciennes de l'humanité, et qui ont survécu parfois encore aujourd'hui, bien qu'on les ait malheureusement éliminés d'une façon tragique, dans toutes ces sociétés, il y a un personnage qu'on appelle le chaman, qui a des pouvoirs supérieurs, et qui, quand il se met en état de transe, qui peut être extrêmement violente, on sait parfois d'un breuvage spécial, ce chaman a des pouvoirs extraordinaires. Il a des pouvoirs de guérir les malades, il a des pouvoirs de vision à distance, il a des pouvoirs de connaître les vertus des plantes ou au contraire leur caractère venimeux. Donc ces chamans on peut se demander si ce ne sont pas eux qui sont les artistes. Et donc, c'est-à-dire, est-ce que ces œuvres sont venues au cours d'une transe mimétique? Je m'explique. La transe chamanique peut aller jusqu'aux convulsions, mais on peut se demander s'il n'y a pas quelque chose dans l'artiste qui, justement, est caractérisé par une transe particulière. Et alors, quand j'ai pensé à réfléchir à ce problème, je me suis souvenu que quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup faire des caricatures, des dessins représentant mes amis ou mes professeurs. Et ils étaient très ressemblants. Ils étaient très ressemblants quand je le faisais avec ma tête, sans les voir, comme ça, par une sorte de mimétisme particulier. Mais quand je voulais les peindre, les dessiner, en les regardant faire leur front, leur nez, leurs yeux, je ratais, ce n'était pas ressemblant. Autrement dit, dès que je voulais faire consciemment cette œuvre, je la ratais. Mais dès que je le faisais d'une façon quasi inconsciente, spontanée, je la réussissais. Et je me dis que est-ce que les artistes ne sont pas les héritiers de certains pouvoirs chamaniques, et notamment de ce pouvoir qui est dans la transe de visionnaire? Je veux dire, je fais une petite parenthèse, parce que les chamans, probablement, ce sont eux qui ont joué un rôle civilisateur auprès de ces populations, nos ancêtres, puisqu'ils leur faisaient connaître les vertus de telles graines ou plantes et les vices de telle autre plante. Par exemple, il y avait les Indiens Pueblos du Mexique. C'était des populations qui se nourrissaient exclusivement de maïs. Mais chaque village Pueblo préparait son maïs avec les uns de l'écorce des arbres, les autres du calcaire, les autres d'autres éléments. Et on attribuait, les ethnologues, les anthropologues attribuaient ces préparations à la magie.
jusqu'à ce que vienne un biologiste anthropologue qui a étudié et remarqué que ces préparations qui accompagnent le maïs étaient nécessaires pour qu'il soit digeste et pour qu'il alimente les populations. Sans ces ingrédients, le maïs ne peut pas donner la lysine, qui est l'élément nourricier du maïs. Donc, on peut, comme chaque village avait sa recette, on peut penser que les chamans ont été les auteurs de ces recettes. Alors, je reviens beaucoup à ce problème de mimétisme et de, je dirais, de demi-possession. On est un peu, disons, moi quand j'imite, par exemple, j'imitais mes professeurs, non seulement j'imitais sa voix, mais j'étais à l'intérieur de ses pensées. Et d'ailleurs, dans le fond, ce phénomène de possession, c'est ce qui arrive aux acteurs de théâtre. Les acteurs de théâtre sont à la fois possédés par le personnage qu'ils jouent, et à la fois, ils le possèdent. Hein, ils sont des possesseurs possédés. Du reste, Michel Léris a écrit une très belle étude ethnologique sur l'état de demi-possession d'une troupe théâtrale en Éthiopie, et où les acteurs, donc, tout en jouant, mais vivent encore plus intensément le rôle qu'ils jouent. D'ailleurs, vous savez très bien que ici, dans le conte d'Omblé, quand arrive le moment de la possession, on est pris par un orisha qui est à l'intérieur de vous et qui parle par votre voix, par votre bouche. Donc, ce sont ces phénomènes-là, je dirais, de possession mimétique qui sont eux-mêmes héritage chamanique et qui sont présents chez l'artiste. Le peintre, par exemple, il peint avec toute cette inspiration proprement mimétique, mais après, ou plutôt à certains moments, intervient sa conscience froide, il fait des corrections, il fait des retouches, et autrement dit, la création artistique est un mélange d'inspiration et aussi d'inspiration illuminante venant des profondeurs de l'être, et puis après, de volonté consciente de perfectionner, d'arranger. Le poète, il fait son poème, et puis après, il va corriger quelques vers, quelques paroles, etc. Donc, c'est ça la question. D'ailleurs, on avait l'habitude de dire, en parlant du poète, « Ah, les muses l'inspirent ». On savait très bien qu'il y avait quelque chose de presque, je ne dirais pas surnaturel, mais qui n'était de non banal, qui était le propre justement de la création artistique. Il y a aussi ce mot merveilleux qui est enthousiasme, ça veut dire être possédé par les dieux. Et donc, nous voyons donc là-dessus que cet état d'excitation propre alors, prenons l'écrivain, prenons Balzac. Balzac fait sortir de son esprit des personnages innombrables et les plus divers à l'intérieur desquels il se trouve, il parle, il les connaît, c'est comme il les possède, tout étant possédé par eux, il fait surgir un monde, bien entendu, et parfois et Balzac, lui, il se fait aider par un stimulant. Il a besoin de café sans arrêt. D'autres artistes, comme André Malraux, lui, avaient besoin de cocaïne pour se mettre dans cet état d'exaltation de l'écriture. Autrement dit, il y a la transe créatrice qui donne une vie à des personnages, à des lieux, à des moments, à des événements. Et quand on y réfléchit, c'est quelque chose d'extrêmement étonnant. Et il n'y a pas seulement cette transe créatrice, il y a aussi la transe réceptive, c'est-à-dire celui qui reçoit une œuvre qui le frappe, qui lui donne une illumination. C'est ce qui m'est arrivé
quand j'avais 14 ans et que j'ai lu Crime et Châtiment de Dostoïevski, cette œuvre m'a bouleversé, m'a frappé d'une façon extraordinaire. Et récemment, j'ai été très, très, très étonné de lire d'un grand écrivain japonais que lui-même, quand il avait lu Crime et Châtiment de Dostoïevski, a ressenti les mêmes émotions, le même bouleversement que moi-même j'avais connu. Et effectivement, nous allons le voir, c'est que à travers, en plus, tous ces personnages de romans ou comme de films, nous vivons dans un état, je dirais, d'identification et de projection. C'est-à-dire nous nous projetons nous-mêmes et en même temps nous identifions les personnages à nous qui sont à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que nous-mêmes, en lisant, nous restituons la vie que l'auteur lui a donnée, qui était morte tant qu'il n'y avait pas de lecteur, et dès qu'arrive le lecteur, cette vie ressuscite à condition que le lecteur soit évidemment ouvert à cette œuvre. Et alors je vais prendre l'exemple du cinéma, comme je pourrais prendre l'exemple du roman, mais le cinéma est quelque chose de très particulier dans la mesure où on assiste au film dans une salle obscure. Alors, il se passe quelque chose d'étonnant, parce que d'un côté, on n'oublie jamais qu'on est dans une salle de cinéma, on sait qu'on n'est pas sur l'écran, mais d'un autre côté, on est en même temps sur l'écran. On participe, on vit comme les personnages, on souffre comme eux, on a les mêmes joies qu'eux. Donc, voilà quelque chose de tout à fait remarquable. Alors, beaucoup ont pensé que c'est un état d'aliénation, mais c'est un état, effectivement, où on s'oublie soi-même. Mais ce qu'il y a de remarquable dans le cinéma, comme dans le roman d'ailleurs, comme aussi dans le théâtre, c'est que nous avons une compréhension d'autrui beaucoup plus grande, beaucoup plus belle que dans la vie quotidienne. Par exemple, au cinéma, vous avez de la sympathie, vous avez de l'amour pour un vagabond, Charlie Chaplin. Non, prenez-le, que ce soit dans les lumières de la ville ou dans les temps modernes, etc. Alors que le même vagabond, quand vous sortez de la salle, dans la rue, vous ne le regardez pas. Dans le cinéma, un criminel qui est emprisonné, vous sentez la tristesse de l'emprisonné, vous sentez que cet homme n'est pas seulement un criminel, mais aussi un être humain comme vous, capable de souffrir, et que vous-même, vous comprenez ce que c'est que d'être enfermé. C'est-à-dire que vous ressentez cette chose dont parlait le philosophe Hegel, qui disait que si j'appelle criminel une personne qui a fait un crime dans sa vie, j'élimine tous les autres aspects de sa personne. Or, au cinéma, nous n'éliminons pas le parrain, interprété par Marlon Brando, El Padrino. Ce film est tout à fait remarquable de Coppola. Ce parrain est un criminel, mais en même temps c'est un père de famille, en même temps c'est un homme qui a des sentiments. Nous voyons toute la complexité humaine. Autrement dit, nous pouvons déjà voir que le roman, le film, la pièce de théâtre peuvent nous donner une compréhension supérieure. Malheureusement, cette compréhension, nous l'oublions quand nous quittons la salle. Il n'y a que quand nous sommes jeunes, adolescents, si une œuvre nous marque, à ce moment-là, nous gardons l'empreinte pour la vie, et nous gardons pour la vie le message que nous avons reçu, comme moi je garde le message des auteurs qui m'ont frappé, aussi bien de films que de romans, que d'essais de ma jeunesse. Alors, donc, vous avez donc ce romancier qui est une sorte de post-chaman et dont l'œuvre elle-même
semble échapper à sa volonté, elle s'autoproduit. D'ailleurs, beaucoup d'écrivains disent, mes personnages m'échappent, je dois leur obéir. Et dans le fond, c'est à travers ces personnages, à travers ce qui arrive, les grands romans embrassent tous les aspects de la vie humaine. Vous avez dans Balzac, dans Zola, peut-être le microcosme de toute une société. Et alors, pour vous dire l'importance du grand roman, je vais vous citer une phrase de Milan Kundera dans Le Rideau. Milan Kundera dit « Dans notre époque, où tout est morcelé, où les consciences sont spécialisées, le roman est le seul observatoire d'où l'on peut essayer d'embrasser la vie dans sa totalité. » Donc, vous voyez la richesse cognitive aussi que peuvent vous donner les grandes œuvres romanesques. Et en plus, je dois dire que ce sorte de sentiment post-chamanique du grand écrivain lui donne le pouce, lui donne le sens d'une mission qui dépasse même l'écriture, la littérature, ou bien qui, à travers la littérature, lui donne le besoin de donner un message, à autrui. Vous savez, regardez Voltaire, Diderot, Rousseau, Tolstoï, Goethe, Dostoïevski, Zola, etc. Tous ces grands écrivains ont voulu donner un message qui dépasse la simple esthétique parce que justement, ils ont ce sentiment d'une mission, de quelque chose qu'il faut dire au-delà. Et alors, Victor Hugo, surtout quand Victor Hugo est âgé, il devient quasi un prophète, il devient un visionnaire. Donc, voilà un peu la grandeur du roman. Alors, la poésie d'abord, c'est extraordinaire, parce que les mots perdent leur sens banal, prosaïque, dénotatif, pour prendre un nouveau sens connotatif, analogique, métaphorique, et qui donne à ce qui est dit une intensité que la même idée dite à travers le langage prosaïque banal ne dirait pas. Bien que l'idée qui, dans le langage prosaïque, serait extrêmement banale ou ne dirait pas grand-chose. Prenez par exemple Périclès, qui dirigeait le destiné d'Athènes au 5e siècle avant notre ère. Et Athènes était en guerre avec Sparte, dans une guerre qui s'appelle guerre du Péloponnèse. Et à la suite d'une bataille où Athènes a perdu la guerre et a eu beaucoup de morts, Périclès a fait un discours. Il n'aurait pas dire banalement « nous avons eu beaucoup de morts, c'est triste ». Périclès a commencé son discours en disant « L'année a perdu son printemps, la jeunesse a perdu sa fleur ». Cette façon poétique de s'exprimer était 1000 fois plus émouvante que toute autre façon de dire à quel point c'était douloureux pour lui, responsable d'Athènes, et pour tous les Athéniens, la mort de tous ces jeunes gens dans la bataille. Ou par exemple, c'est dans le lac de Lamartine, il y a la poésie commence ainsi. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, vers la nuit éternelle, emporté sans retour,
ne saurons-nous jamais dans l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Voilà, d'une façon transfigurée, une façon de nous dire le temps passe et nous allons vers la mort, ce qui est une banalité que nous savons tous, mais cette banalité prend une intensité, une vérité humaine extraordinaire. Et vous savez que la poésie nous parle au-delà, en utilisant les mots pour nous dire ce que les mots n'arrivent pas à dire, pour être aux frontières de l'indicible, pour dire en quelque sorte, nous préparer, nous donner une initiation à la qualité poétique de la vie. Par la poésie, nous commençons à comprendre ce que c'est que la qualité poétique de la vie. Maintenant, je pourrais dire que il y a un art oratoire. Et l'art oratoire, que ce soit celui d'un avocat ou celui d'un homme politique, s'il est un bon orateur, bien entendu, est un art qui met celui qui parle en état de transe, de possession. Il est pris par son sujet, il est transporté par le sujet et parfois même il est dépassé par l'émotion. Il dit parfois ce qu'il n'aurait pas voulu dire. Et quand je rappelle ceci, ça me fait penser à un souvenir vécu qui se situe à Montréal, au Québec, au Canada, au moment où De Gaulle, le général De Gaulle, qui était chef de l'État français, a fait un voyage dans le Québec, de Québec à Montréal. Vous savez que cette province parle le vieux français, elle est peuplée par des gens d'origine française et qui aspiraient à ce moment-là à la liberté, à l'émancipation, et donc il y avait ce slogan vive le Québec, nous voulons le Québec libre, un Québec libre. De Gaulle, lui, il savait qu'il ne fallait pas prononcer cette parole pour ne pas créer un problème diplomatique délicat avec le gouvernement canadien. Mais tout le long de la route, à chaque village qui portait des noms français, avec l'enthousiasme de toutes les foules qui l'acclamaient, il est arrivé à l'hôtel de ville de Montréal, où moi-même je me trouvais dans une foule, et il a commencé en disant « Vive le Québec », et puis il n'a pas pu s'empêcher de dire « Vive le Québec libre », et provoquant une extase collective extraordinaire. C'est-à-dire il a créé un moment de poésie politique et fabuleuse. Et donc, si vous voulez, voilà, là, ce que l'on peut obtenir aussi par l'art oratoire. Et maintenant, si je pense au théâtre, comme je l'ai dit, les acteurs eux-mêmes, bien sûr, il y a une école plus moderne qui nous dit, déjà depuis Diderot, et avec Bertolt Brecht, qui nous dit que les acteurs doivent être distanciés par rapport à leur rôle, mais en réalité, traditionnellement et généralement, les acteurs ne sont pas distanciés, ils entrent dans la peau du personnage et ils en sont possédés, comme je l'ai dit, et après, ils en sortent par ce mimétisme extraordinaire dont ils sont particulièrement dotés, de même que les imitateurs, évidemment, sont dotés dans ce genre-là. Alors, il y a une chose peut-être dont il faut parler, puisque ce sont les rapports entre l'art créateur et les conditions économiques qui font que, effectivement, la recherche de l'intérêt, du bénéfice, comme la recherche commerciale, fait qu'on tente à transformer, par exemple, le cinéma en une marchandise. Alors, il est certain, et le cas de Hollywood est tout à fait remarquable, parce que à Hollywood, ce qui était l'œuvre d'un créateur, comme dans le roman,
a été décomposé entre plusieurs auteurs. Il y a l'auteur du roman dont on a tiré le scénario, il y a l'auteur du scénario, il y a l'auteur du dialogue, il y a le décorateur, il y a le musicien, il y a évidemment le réalisateur ou metteur en scène. Autrement dit, l'œuvre ressemble à une œuvre de production industrielle, puisqu'on lui applique des méthodes de l'industrialisation, c'est-à-dire de la division du travail. Mais si chaque film était uniquement un produit industriel, comme sont les voitures qui se ressemblent toutes, à part quelques petites différences, il n'y aura pas de spectateur. Il faut évidemment que chaque film ait son originalité. Il essaie quelque chose à lui qui fait qu'il attire le public. Bien entendu, les stars jouent un grand rôle parce que justement ce sont des êtres poétiques, ce sont des êtres qui donnent des sentiments presque un culte, une demi-religion, une admiration effrénée de l'amour. Donc il est évident que le système a inventé les stars, c'est-à-dire des personnages devenus des marchandises, mais qui en même temps sont des personnages mythologiques. C'est-à-dire que, effectivement, d'un côté, le commerce utilise le mythe comme marchandise, mais le mythe lui-même resplendit à travers cette marchandise. Mais surtout, il faut que le réalisateur lui-même, ou le scénariste, apporte une originalité. L'œuvre ne peut pas être une œuvre banale, industrielle. Chaque film doit être original. Et alors, le film Bollywood, est le produit d'un antagonisme collaborateur, ou si vous voulez, d'une collaboration antagoniste entre la production et la création. La production est obligée parfois d'appeler des écrivains de génie comme Faulkner, qui a été appelé à Hollywood. Elle est amenée à donner des responsabilités à des grands metteurs en scène comme Howard Hawks, comme pendant un temps Orson Welles, du reste trop génial, qui a été rejeté. D'autrement dit, avec ce système-là, vous avez parfois des films géniaux, souvent des films quelconques, et aussi des films médiocres. Donc, si vous voulez, partout il y a cet antagonisme, et c'est vrai aussi pour la musique, c'est vrai pour le rock, c'est vrai pour la samba, c'est vrai pour là. Il y a cette relation à la fois antagoniste et en même temps collaboratrice entre les créateurs et les producteurs et les marchands. Donc, si vous voulez, l'art est obligé de lutter continuellement pour imposer les valeurs créatives qui sont les grandes valeurs esthétiques dans notre monde industriel. Alors, prenons maintenant la musique. La musique, elle exprime mieux que tout autre notre vie affective. C'est le langage de l'âme, pourrait-on dire, celui qui est le plus proche, le plus intime, et qui, mieux que les mots, nous parle de la vie, de l'amour, de la mort, mais sans qu'on puisse le traduire littéralement en mots. Bien entendu, il y a des moments merveilleux où la musique et la poésie se mélangent, comme par exemple Schubert a fait de la très belle musique sur des très beaux poèmes d'écrivains, de poètes romantiques allemands. Vous avez donc cette coopération possible et qui vaut aussi même pour la chanson, puisque Léo Ferré en France a fait une très belle musique pour le poème Pauvre Rudebeuf. D'ailleurs, dans ce poème de ce poète du Moyen-Âge français, là aussi, il traduit d'une façon beaucoup plus intense le sentiment de quelqu'un qui, avec le temps, perd ses amis. Ça, c'est une chose aussi banale qui arrive. Mais quand elle est traduite de cette façon, avec cette musique et ces paroles, que sont mes amis devenus que j'avais de si près tenus et tant aimés? Le vent, je crois, les a ôtés.
car il vantait devant ma porte, l'amour est morte. Donc voilà des paroles qui vous disent à quel point est douloureux le sentiment de celui qui continue à vivre alors que ses plus chers amis sont morts. Et je le sais, je sais ce que je dis. Donc voilà cette histoire. Et puis vous avez aussi le déchet. Oui, je voulais citer cet exemple de l'air de Mignon, qui est le poème de Goethe. C'est une jeune fille qui a été enlevée de chez elle en Italie, qui ne sait pas d'où elle vient, mais qui rêve au pays où fleurit l'oranger. Et là aussi, le mélange des paroles et de la musique est quelque chose de particulièrement émouvant. Et on peut avoir dans la musique des moments d'émotion tout à fait fabuleux. Là, peut-être que certains d'entre vous ont pu, à la télévision, sur une chaîne musicale, voir un moment absolument admirable. C'était les jeunes gens, parfois des enfants, de cet orchestre philharmonique créé au Venezuela à partir d'enfants des favelas vénézuéliennes par M. Abreu. Et cet orchestre philharmonique est devenu un orchestre extrêmement performant et qui a commencé à faire des tournées internationales. Et il a donné un concert à la Philharmonique de Berlin sous la direction de Sir Rattle, le chef d'orchestre de la Philharmonique de Berlin. Et là-dessus, et puis il a donné la première symphonie de Mahler, une symphonie assez difficile à jouer. Alors tout d'abord, ces jeunes gens, il y avait un garçon qui avait une contrebasse plus grande que lui. Il y avait des gamins, puis des jeunes gens, des adolescents. Cet orchestre a joué d'une façon absolument parfaite, admirable, cette symphonie de Mahler. Et à la fin de l'exécution, l'émotion était telle dans le public qui pleurait, Rattle lui-même qui pleurait, et les enfants. Il y a eu un moment d'intensité, de bonheur musical et que peuvent donner justement certains concerts, et notamment ce concert exceptionnel. Mais ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la musique, mais aussi, je dirais, les autres arts, la littérature, mais et peuvent exprimer la douleur, le malheur, d'une façon esthétique telle qu'elles nous font ressentir cette douleur et ce malheur très intensément, tout en nous donnant en même temps un sentiment de bonheur esthétique, de jouissance dans la qualité, par exemple, de la musique. Je pense à l'adagio du quintet de Schubert. Schubert était un homme très malheureux, qui était seul, qui était malade, qui était incompris, qui était méconnu. Et cet adagio exprime tout son malheur, avec une beauté, avec une intensité absolument admirable. Et ce qui fait qu'en écoutant cet adagio, vous ressentez ce chagrin, vous sentez cette émotion, cette compassion pour Schubert, bien qu'il soit mort, vous le sentez vivant, et en même temps, vous sentez quelque chose de beau, qui vous envahit d'émotions agréables dans la souffrance. Et c'est ça qui est, d'ailleurs, nous voyons aussi, par exemple, quand vous pensez
à la Tosca, le condamné à mort, quand Mario Caravaggio, pardon, condamné à mort, et qui chante son air « Jamais je n'ai tant aimé la vie ». Ça donne aussi une émotion extraordinaire. Et il y a aussi, je pense, il y a ce moment bouleversant dans Wojciech, cette pièce de Büchner qui a été mise en musique par Alban Berg au XXe siècle. Vous savez, Wojciech, c'est le pauvre soldat dont tout le monde se moque et dont la compagne le trompe avec un sergent-major, c'est-à-dire qui subit les pires humiliations, à commencer par sa compagne. Et alors, il y a ce moment où, dans la nuit, il va avec elle, il n'en peut plus, et elle dit, wie diese Mond ist rot, comme cette lune est rouge. Et il lui répond, wie eine blutige Eisen, comme un couteau sanglant. Et il la transperce en disant, nicht Marie, nicht anders, aucun autre. Donc c'est un moment absolument effrayant, terrible, qui est suivi par une note terrifiante qui s'étend. Bam ! Et là-dessus, nous sommes saisis par cette tragédie épouvantable, et en même temps, c'est un moment de beauté inouïe. C'est ça, les miracles de l'art. C'est ça, les miracles de l'esthétique. Alors bon, je pourrais parler des arts nouveaux qui sont l'art de la photo. Pendant longtemps, la photo n'a pas été considérée comme un art et maintenant on la considère. La bande dessinée, on considérait ça que c'était des choses insignifiantes et maintenant on le considère, etc. Le rap, etc. Bon, mais je ne vais pas parler de ça. Ce qui est intéressant, c'est que comment, à un moment donné, c'est un certain nombre de choses arrivent à la qualité artistique et esthétique. Et bon. Alors maintenant, ce que je veux dire, c'est que entre l'émotion esthétique, les émotions poétiques, entre l'émotion mystique et les émotions ludiques, comme par exemple devant un beau match. D'ailleurs, regardez le goal, hein, et surtout ça au Brésil, on le sait. Le moment du goal est comme une sorte de moment extatique, un coït extatique. Le joueur qui a marqué, non seulement il devient comme fou, il court comme un fou, il se met à genoux, il se met à terre, mais tous ses camarades vont l'embrasser. C'est un moment de folie, mais en même temps d'exaltation esthétique, tout en étant effectivement un moment de jeu. Donc il y a toujours dans le ludique, vous avez des choses qui peuvent être exaltantes, et aussi dans le mystique. D'ailleurs, vous savez très bien que les artistes du Moyen-Âge et jusqu'à Giotto faisaient des fresques religieuses, mais qui avaient une fonction religieuse. Mais pour nous qui avons cessé d'être croyants, enfin pour ceux d'entre nous, et qui allons voir, par exemple à la Cappella Scrovegni, les fresques de Giotto, nous ressentons une émotion esthétique, c'est-à-dire nous avons esthétisé ce qui pour les anciens avait une valeur religieuse, de même que nous avons esthétisé ce qu'on appelait l'art nègre, c'est-à-dire les statues à fonction magico-religieuse des civilisations africaines, et que ces statues, ces idoles sont devenues des objets d'art
dans le monde occidental. Donc voilà, le champ de l'esthétisation peut être très 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 large, et on peut même dire que les fêtes, dans leur moment d'exaltation, dans le moment, ce sont à la fois des états ludiques, des états poétiques, des états mystiques, des états esthétiques. Tout ceci peut se trouver combiné, peut se trouver mêlé. Alors j'en viens maintenant à quelque chose qu'éclaire cette parole du poète anglais Eliot. Eliot dit « Humankind cannot bear very much reality », c'est-à-dire le genre humain ne peut pas supporter beaucoup de réalité. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous faisons des compromis avec la réalité pour pouvoir la supporter. C'est pour ça peut-être que la religion nous permet, en quelque sorte, de supporter la réalité. C'est pour ça que l'alcool, l'ivresse, la drogue nous aident à supporter la réalité. Mais le grand art, lui, ne nous fait pas seulement la supporter, il nous la fait regarder. Il nous fait regarder notre destin en face. Il nous met en face de l'amour et de la mort. La tragédie est un face-à-face avec la mort, et c'est très subtilement que Aristote disait que dans ce moment de mise à mort quasi sacrificielle du héros tragique, il y avait ce qu'il appelait la catharsis, c'est-à-dire une sorte de sentiment de purification, c'est-à-dire comme si, en quelque sorte, on supportait la mort de façon inoffensive, mais tout en savant, en voyant la tragédie qu'elle suppose. Alors, voilà ce qui est extraordinaire. Nous pouvons mobiliser l'esthétique pour vivre pleinement la réalité. Vivre pas seulement dans l'émerveillement de ce qui nous semble admirable en elle, mais au même temps de considérer toutes ces cruautés. Et je dirais peut-être même qu'elle nous donne le courage d'affronter la cruauté du monde, de la réalité, et la cruauté même des humains eux-mêmes. Ce qu'il y a dans ces œuvres, il y a à la fois évasion du réel et invasion par le réel. Il y a évasion parce que vous allez au cinéma, vous voyez une histoire inventée, vous voyez de l'imaginaire. Mais à travers cet imaginaire, on vous parle de vos sentiments, on vous parle de l'amour, on vous parle de la haine, on vous parle de la guerre, on vous parle de ce que vous vivez, on vous parle de la jalousie, on vous parle de la peur. Donc, si vous voulez, on s'évade et en même temps, on se fait envahir par nos problèmes réels. Et c'est ce mix étonnant, complexe, qui fait la beauté des grandes œuvres esthétiques. Alors là, je crois que Pascal, qui est un auteur que j'admire, mais dont j'admire tout, sauf une chose, c'est quand il pensait que dans ce qu'il appelait le divertissement, c'est-à-dire tout ce qui nous aide à oublier que nous sommes des êtres mortels, c'est-à-dire dans la chasse, dans le jeu, dans la mort, n'est-ce pas, nous nous divertissons. Eh bien, je pense qu'il n'était pas assez complexe et que dans ce divertissement qu'est l'art, nous retrouvons en quelque sorte le face-à-face avec notre destin, du moins dans les grandes œuvres. Alors, avant d'arriver à la conclusion, je veux intégrer le problème de l'esthétique et de l'art dans la culture. Vous savez que le mot culture est un mot cabéléon, parce qu'il a plusieurs sens tout à fait différents. La culture, d'abord, c'est ce qui est appris,
qui n'est pas génétiquement incorporé en nous. Le langage, nous apprenons, et nous apprenons la technique, nous apprenons la musique, nous apprenons... Donc, la culture, c'est tout ce qui est appris et tout ce qui est transmis. Tout ça, c'est le propre des civilisations humaines. Bon, alors on peut dire que dans toute culture, il y a la place de la musique, de la danse, de la communion, de la ferveur, des décorations, des couleurs, des bijoux, des tatouages. Il y a la place toujours, mais mélangée à une fonction religieuse ou à une fonction d'identification. Mais nous avons. Alors ça, dans la culture, au sens premier. Mais si nous apprenons maintenant la culture dans ce sens où nous parlons de la culture des humanités, la culture fondée justement sur la littérature, la poésie, la philosophie, les sciences, etc., etc. Bon, là, dans cette notion de culture, les arts jouent un rôle pas seulement de sensibilité et de compréhension, ils jouent un rôle cognitif. Et là aussi, c'est une chose qui est très importante, parce que vous savez que c'est un problème que connaissent les éducateurs. On ne peut bien apprendre que si le savoir qu'on nous donne est accompagné d'une émotion. Par exemple, si le professeur a la passion de ce qu'il enseigne, il va vous donner à vous cette passion. Et du reste, nous avons le propre, justement, de ce que je vous disais du roman ou du cinéma, c'est qu'à travers des émotions que nous vivons, nous pouvons en tirer des idées et une philosophie. C'est le grand cinéaste Eisenstein qui disait, en parlant de ses films, moi je donne des images pour donner des sensations, pour que ces sensations donnent des sentiments et que ces sentiments donnent des idées. On peut, à travers donc l'émotion, il y a tout un monde de connaissances qui est transmis par les arts, et notamment romans, poésie, théâtre, etc. L'émotion esthétique est à la fois un moyen de connaissance de la subjectivité humaine, parce qu'il n'y a qu'à travers le roman que vous voyez des individus en tant que sujets humains, dans leur conscience, dans leurs sentiments les plus intimes, alors que dans les sciences, vous restez toujours à l'extérieur, y compris dans la psychologie, à l'extérieur d'autrui. Donc, ça nous fait connaître l'intérieur de l'humanité, et en même temps, nous fait connaître l'humanité extérieure. Aujourd'hui, nous pourrons connaître l'humanité des autres cultures. Déjà, en Europe, grâce aux traductions, on connaissait les œuvres de Tolstoï, de Dostoïevski, et puis on a pu connaître les œuvres des écrivains serbes comme Ivo Andreïch, etc., albanais et autres, et maintenant des œuvres, le cinéma chinois, le cinéma coréen, etc. Nous pouvons pas. Et du reste, même aujourd'hui, vous avez des romans policiers chinois, des romans policiers néo-zélandais, des romans policiers coréens, des romans policiers norvégiens, suédois, qui non seulement sont des romans policiers avec des intrigues, mais qui en même temps vous font plonger dans les sociétés, dans la vie quotidienne de ces sociétés, vous font mieux connaître la Chine, si vous voulez. Bon, tous ces romans chinois, avec les problèmes de la corruption et du parti, on la connaît mieux qu'à travers des discours et pas seulement, ou des œuvres purement politico-scientifiques. Alors, voilà, c'est-à-dire que il ne faut pas oublier le rôle cognitif, que c'est un moyen de connaissance, et ne pas dévaluer tout ce qui est esthétique en disant que c'est un luxe, un plaisir, une émotion, mais que ça n'a rien à voir avec... Non, comme je l'ai dit, et je reviendrai là-dessus,
c'est capital pour la compréhension humaine et c'est capital pour nous connaître les uns les autres. Et un dernier mot avant d'arriver à la conclusion, c'est que des grandes œuvres même manifestent, sans le dire, une grande pensée. Alors, quand vous pouvez voir à la chapelle Sixtine cette grande fresque qui aujourd'hui a été, enfin, depuis une vingtaine d'années a été nettoyée, et on la voit très, très bien, c'est cette fresque où vous voyez Dieu, le Père éternel, sur une sorte de nuage, et qui tend la main vers la main d'Adam, lequel n'est pas l'œil ouvert, mais ne voit pas encore, il n'a pas encore pris la conscience. C'est le moment où la main de Dieu va toucher la main d'Adam que va surgir l'illumination et que l'être humain va accéder à la vie et à la conscience. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'autour de Dieu, il y a des petits anges. Mais lui, il tient par le bras. Il tient par le bras une personne féminine qui n'est pas un ange. Et qu'a voulu dire Michel-Ange? Michel-Ange a voulu dire que le principe créateur ne doit pas être seulement masculin, il doit être aussi féminin. Le masculin et le féminin ensemble créent, mais pas le masculin seul. Donc voilà un peintre qui expose une pensée, comme du reste Rembrandt expose une pensée à travers les visages de ces personnages extraordinaires. Alors, je pense aussi, évidemment, il l'a écrit, c'est-à-dire que sur la partition de son dernier quatuor, Beethoven a écrit « Muss es sein, es muss sein ». Ça veut dire « Est-ce que cela peut se faire ?» Oui, cela peut se faire. C'est-à-dire une première phrase qui exprime la révolte et la deuxième phrase qui exprime l'acceptation. Et qui nous dit quoi? Cette chose paradoxale et contradictoire, que pour se révolter, il faut accepter quelque chose, mais qu'on ne peut accepter quelque chose que si on se révolte aussi. Et c'était toute la personnalité de Beethoven qui se trouve exprimée ainsi. Mais même dans des chanteurs populaires comme Bob Dylan, vous avez ce vers admirable. He who is not being busy boarding, is busy dying. Celui qui n'est pas censé s'occuper à naître est censé s'occuper à mourir. Voici des phrases que l'art nous peut donner à méditer et qui s'ancrent en nous avec intensité. Alors je conclus. L'esthétique, et bien entendu l'esthétique que produisent les œuvres d'art, est une contribution capitale à la qualité poétique de la vie qui elle-même englobe l'esthétique, peut la dépasser dans l'amour, dans la communion, dans la ferveur, dans d'autres formes de joie. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la connaissance propre à l'esthétique passe toujours à travers l'émotion esthétique. Et donc que l'émotion esthétique est capable souvent de produire de la connaissance. Troisième point de conclusion. Des œuvres, les grandes œuvres, ou même des œuvres moyennes, comme des films, des romans, contribuent à la compréhension humaine et même apportent quelque chose de plus que n'apporte la vie quotidienne, parce qu'il nous fait entrer
vraiment profondément dans l'âme des gens, de ceux qui sont reprouvés, humiliés, maudits, rejetés et autres. Et nous comprenons ces choses que dans la réalité, nous ne comprenons pas encore. Enfin, je conclus, à travers l'esthétique, à travers justement le jeu des mots que la poésie, avec cette sorte de la façon d'écrire, avec le fait de dépasser toujours la banalité pour trouver l'expression la plus frappante qui soit. On peut dire que l'esthétique et la poésie sont une approche des mystères, du mystère de nos vies, du mystère de nos destins, du mystère de la vie tout court, du mystère de l'univers, et nous donne une familiarité, une intimité avec ce mystère qui cesse d'être seulement redoutable et qui devient quelque chose auquel nous sommes liés d'une façon indélébile. Merci à vous. Muito boa noite. Eu sou Maurício Trindade, gerente adjunto do Centro de Pesquisa e Formação, e tenho a feliz incumbência de encaminhar as perguntas que nós receberemos ao querido Edgar Morin. Quero começar, portanto, com as perguntas que recebemos pela internet. Nós já temos uma aqui. Rafaela Caetano, de São Paulo, nos pergunta: como fica a sensibilidade artística em meio ao mundo tão alienado pelas novas tecnologias? Oui, c'est justement la résistance à la prosaïsation qu'apporte l'hyperdéveloppement de la technique, de l'économie, de la prosaïe, de la bureaucratie. C'est cette résistance qui caractérise aujourd'hui l'art, et ensuite la capacité d'utiliser dans cette coopération antagoniste ces nouvelles technologies. Disons, grâce aux artistes, les séries télévisées sont devenues des œuvres artistiques souvent. On peut dire que beaucoup de créations se font à travers l'esthétique industrielle. Non, là, je veux dire que la résistance est à deux niveaux. Premièrement, en sauvegardant justement ce message, ce caractère poétique, parce que la prose fait partie de l'invasion que nous subissons. Et deuxièmement, c'est en sachant jouer dans cette sorte de relation dangereuse, mais en même temps qui peut avoir ses chances, dans une coopération avec cette technologie. Uma outra pergunta que veio da internet. Ana Acaui de Santos: qual o papel das artes na educação básica? Mais la question, c'est quel devrait être le rôle des arts. Eh bien, écoutez, moi je pense que si le système éducatif intégrait les idées que j'ai exprimées dans cette conférence, et en plus que j'ai un peu mieux développé dans mon livre qui s'appelle « Sur l'esthétique » et qui est traduit récemment au Brésil, hein, si le système éducatif utilise mes idées, alors je pense que ça serait très utile, justement. Mais ceci ne dépend malheureusement pas de moi, mais je pense que toute mon œuvre est un effort pour transformer le système éducatif et lui donner
quelque chose qui contribue à affronter les problèmes de la vie. Je pense que notre éducation nous aide un minimum à affronter certains problèmes de la vie, évidemment. Il faut savoir lire, il faut savoir écrire, il faut savoir calculer, il faut avoir des éléments minimums de biologie, de sociologie, etc. Mais dans le fond, apprendre à vraiment affronter le destin humain, ça c'est à travers les arts notamment, et d'autres thèmes que j'ai développés dans mon livre sur les 7 savoirs, qui doivent être introduits dans l'éducation. Nous n'en sommes pas là. Mais uma pergunta, desta vez aqui do público. Bruna Pisol. É possível unir as áreas do conhecimento, exatas, humanas, biológicas, em uma nova ciência, integrando inclusive estética e arte? Je pense que ce n'est pas une nouvelle science qui pourrait se créer en incluant l'esthétique et l'art. C'est une nouvelle façon de penser qui est nécessaire. Parce que quand vous pensez de façon à ce que malheureusement votre éducation vous a inculqué, c'est-à-dire à séparer les choses les unes des autres, à les compartimenter, alors vous mettez l'art et l'esthétique dans un compartiment. Vous le mettez dans le compartiment des humanités, c'est-à-dire de littérature, philosophie, art, et vous l'opposez aux connaissances scientifiques, tout à fait, alors qui elles-mêmes sont compartimentées. Or, si vous pensez de façon complexe, la connaissance complexe et la pensée complexe sont élaborées pour relier ce qui est séparé. Et si vous avez cette capacité de relier, que bien entendu nécessite un apprentissage, et cet apprentissage, moi je l'ai fait dans mon livre qui s'appelle La méthode, mais il faut qu'on passe par là. Alors si on entre dans cette autre façon de penser, les arts ne sont plus séparés du reste, par exemple de la connaissance, du savoir. Elles ne sont pas séparées de la qualité poétique de la vie. Elles ne sont pas séparées des connaissances scientifiques qui elles-mêmes peuvent être intégrées dans des œuvres de caractère esthétique. Donc, si vous voulez, c'est la façon de penser, la façon de connaître qui, elle, doit être transformée et non pas l'idée de créer une nouvelle science. Muito bem. Muito bem, mais uma pergunta. Rafael Ferreira. Como podemos ver beleza nos retrocessos políticos dos tempos atuais? Sylvie? Il ne s'agit pas de voir seulement les beautés, il s'agit de voir la laideur des choses. Je ne prétends pas que tout est beau. Non, je dis simplement que, j'ai dit d'ailleurs très nettement que nous avons, à travers les grandes œuvres, la capacité de voir les tragédies, les cruautés du monde. Nous avons la capacité même de... Prenez par exemple l'œuvre de Solzhenitsyn qui a écrit sur le goulag, c'est-à-dire le camp de concentration soviétique. Voilà une œuvre qu'il a écrite avec un courage incroyable, qui est une œuvre de qualité littéraire et qui est en même temps un document historique. Je pense que, et d'ailleurs, souvent, dans les époques d'oppression et de dictature, la poésie est une façon d'essayer de transmettre un message de façon semi-occulte. Par exemple, en France, à l'époque de l'occupation, où évidemment tout était censuré, c'est à travers des poèmes que l'on se transmettait clandestinement que la flamme de l'esprit de résistance se transmettait. Donc, si vous voulez, on se rend compte que les arts peuvent constituer des moyens de résistance contre toutes les formes d'oppression,
mais aussi ils peuvent, sous cette oppression, transmettre un message à moitié secret. Par exemple, Shostakovich a fait une symphonie que tout le monde attendait pas tout le monde, que Staline et que les dirigeants attendaient comme glorifiant l'œuvre du Parti communiste, et qui était, elle, pleine d'amertume, de dérision, et qui elle-même a été condamnée. Autrement dit, dans tous les régimes de domination ou d'oppression, le rôle de résistance des artistes, des poètes, des écrivains, des musiciens a été très important. Et donc, si vous voulez, je pense que c'est cet aspect qu'il faut voir aussi. Il y a bien entendu les artistes officiels, ceux qui louent, évidemment, font les hommages rituels, mais il y a aussi l'autre aspect. Mais uma questão, Guilherme Santos, como a estética contribui no fazer científico e na educação das ciências naturais? Écoutez, il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que des grands astrophysiciens comme Hubert Reeves et d'autres Français, mais aussi d'autres pays, quand ils ont fait leurs livres sur les découvertes de l'astrophysique, c'est-à-dire sur l'univers, sur l'expansion des galaxies, sur les trous noirs, sur la matière noire, sur l'énergie noire. Mais tous leurs livres sont empreints de beauté esthétique, d'émotion esthétique. Et là, je pense que quand un scientifique se borne à être spécialisé sur un objet localisé, il perd le sentiment de la qualité esthétique de l'univers dans lequel nous sommes. Cet univers lui-même a quelque chose. D'ailleurs, nous sommes tous émus la nuit quand elle fourmille d'étoiles. Nous sommes tous émus quand nous voyons les photographies d'une galaxie. Donc, si vous voulez, là-dessus, ce n'est pas dans l'œuvre du spécialiste, mais dès que le scientifique regarde à sa matière, il a un sentiment profond d'esthétique. Alors, souvent, les biologistes ne l'ont pas pour la vie parce qu'ils considèrent les molécules, ils considèrent les relations physico-chimiques entre les éléments vivants. Ils ne voient pas tout ce qu'est le déploiement créatif de la vie à partir des premières cellules et à créer un monde végétal incroyable et un monde animal. Donc, si vous voulez, si certains scientifiques ne l'ont pas, il faut le leur dire, il faut leur montrer comment, il faut leur montrer, admirer, s'étonner, comment des petites algues au début de l'univers, qui ont donné le monde végétal, comment ces petites algues ont été capables de transformer l'énergie qui vient du soleil pour elles-mêmes, pour leur propre développement. Chaque feuille d'un arbre est une merveilleuse usine qui prend l'énergie du soleil pour la donner à l'ensemble de l'arbre. Toute la vie est quelque chose d'extraordinaire. Donc si certains scientifiques trop spécialisés ne voient pas le côté fabuleux de la vie, de l'évolution biologique, de l'évolution de la nature, donc il leur manque cette dimension et c'est à nous de leur donner, de leur faire comprendre cette dimension. Il suffit qu'ils s'élèvent au-delà de la spécialisation pour qu'ils voient
Qu'est-ce que l'univers? Qu'est-ce que la vie? Voilà, on est devant un spectacle fabuleux, à la fois terrible et merveilleux, parce que les deux choses sont mêlées. Parce qu'il y a aussi une cruauté, une destruction terrible dans l'univers, et il y a aussi dans la vie aussi des prédations et la rôle terrible de la mort. Mais ça, c'est le monde. Nous sommes dans un monde où il y a à la fois une sorte de coprésence indissociable des forces d'union, d'association, d'amour qu'on peut appeler Eros, et des forces de désunion, de destruction, de mort qu'on peut appeler Thanatos ou de conduit qui sont Polemos. Et la lutte est inséparable entre Eros et Polemos est là. Et c'est ce que nous devons voir dans le monde. Et c'est ce destin que nous devons voir et que les grandes œuvres nous révèlent et que de nouvelles grandes œuvres vont nous révéler de plus en plus. Muito obrigado. Iremos encerrar agora, em razão do horário e da idade do nosso convidado. Então, agradecemos a todos pela presença. Muito boa noite. Donc, il vous remercie de votre présence et bon courage. Il faut partir, il faut partir. Muito bom. Ah,